L'année est 1918, un monde en proie au chaos. La Grande Guerre, ce cataclysme censé mettre fin à tous les autres, ravage l'Europe depuis 4 longues années. Au milieu de l'horreur indicible et du bain de sang, deux idéologies, deux visions diamétralement opposées pour l'avenir s'affrontent. D'un côté, nous avons Woodrow Wilson, le président américain aux yeux écarquillés, brandissant ses 14 points comme un phare d'espoir, une promesse d'un nouvel ordre mondial fondé sur l'autodétermination et la diplomatie. De l'autre, Vladimir Lénine, le révolutionnaire russe endurci, le bolchevique austère déterminé à réduire le monde en cendres pour faire place à sa dictature du prolétariat. Woodrow Wilson, le président américain aux yeux écarquillés, débarque en Europe en 1918, porteur d'espoir et d'idéalisme. Il brandit ses 14 points, un plan pour la paix mondiale, comme un phare dans la noirceur suffocante de la Grande Guerre. Un nouvel ordre mondial semblait à portée de main, un monde débarrassé des maux qui l'avaient plongé dans une telle horreur. Mais la réalité, comme c'est souvent le cas, était beaucoup plus complexe, beaucoup plus désordonnée que les rêves utopiques d'un homme, aussi bien intentionné soit-il. Voyez-vous, l'histoire de l'entrée en guerre des États-Unis n'est pas aussi simple que les livres d'histoire le laissent souvent entendre. Ce n'était pas une croisade chevaleresque pour sauver la démocratie, menée par une nation réticente à prendre les armes. La réalité est beaucoup plus trouble, plus enchevêtrée dans une toile d'intérêts économiques, de propagande et de machination politique. En 1914, alors que la guerre éclate en Europe, Wilson, comme la plupart des Américains, prône la neutralité. L'Amérique, disait-il, resterait à l'écart de ce qui était perçu comme une querelle européenne. Cependant, cette neutralité, malgré les affirmations publiques, était loin d'être absolue. Les liens économiques des États-Unis avec les puissants alliés, en particulier la Grande-Bretagne et la France, se sont renforcés pendant la guerre. Des prêts importants ont été accordés, liant de plus en plus le sort économique de l'Amérique à un résultat favorable pour les Alliés. Et puis il y avait la propagande, une force puissante qui a façonné l'opinion publique. Le comité d'information publique, créé par Wilson lui-même, a lancé une campagne de propagande massive, dépeignant l'Allemagne comme une force brutale et barbare, une menace pour la civilisation elle-même. Un pamphlet du CPI exhortait les Américains à dénoncer l'homme qui répand des histoires pessimistes, crie pour la paix ou minimise nos efforts pour gagner la guerre. L'opinion publique, alimentée par la peur et l'indignation, a commencé à basculer. Des événements comme le naufrage du Lusitania, un paquebot britannique torpillé par un sous-marin allemand, ont été utilisés pour attiser les flammes de l'indignation publique. Wilson, malgré son désir initial de neutralité, s'est retrouvé de plus en plus entraîné dans le vortex de la guerre. En 1917, les États-Unis sont entrés en guerre, non pas tant comme un combattant pour la démocratie, mais comme une puissance avec ses propres intérêts complexes et souvent contradictoires en jeu. Alors que Wilson se présentait au monde en artisan de paix, un autre personnage, tout aussi déterminé, mais avec une vision radicalement différente, entrait en scène. Vladimir Lénine, le leader inflexible des bolcheviks, venait de prendre le pouvoir en Russie après la Révolution d'Octobre, un événement qui allait secouer le monde jusqu'à ses fondations. Imaginez ceci. 1917, la Russie, épuisée par la guerre et déchirée par des troubles internes, est au bord de l'effondrement. Le peuple, las des souffrances et des inégalités, est prêt pour le changement, et Lénine, avec ses promesses de paix, de pain et de terre, offre une alternative séduisante au statu quo. Mais le message de Lénine était plus profond que de simples promesses populistes. Il s'attaquait au cœur même de l'ordre mondial existant, dénonçant l'impérialisme et la guerre comme des produits intrinsèques du capitalisme. Pour Lénine, la Première Guerre mondiale n'était pas une tragédie, mais une opportunité, une chance de renverser l'ancien ordre et de construire un nouveau monde sur ses cendres. Et il a mis ses paroles en acte. La garde rouge de Lénine,
dans un geste audacieux qui a révélé les machinations secrètes des grandes puissances, a pris d'assaut les archives du ministère des Affaires étrangères et rendu publics des accords secrets conclus entre les alliés. Ces accords révélés au grand jour exposaient au monde entier la vérité crue. La guerre, loin d'être une noble croisade, était en réalité une lutte cynique pour le pouvoir et le territoire. Imaginez le choc, le sentiment de trahison ressenti par des millions de personnes à travers le monde en découvrant cette vérité. Lénine, en déchirant le voile de l'hypocrisie, avait jeté un pavé dans la mare de l'ordre mondial, et rien ne serait plus jamais pareil. Lénine offrait une alternative radicale, un chemin hors du bourbier de la guerre et de l'exploitation, la révolution mondiale. Son message a résonné non seulement en Russie, mais aussi dans le monde entier, inspirant des mouvements révolutionnaires et jetant les bases d'un conflit idéologique qui allait définir le XXe siècle. Alors que Wilson promettait un monde meilleur par le biais de la diplomatie et de la coopération, Lénine proposait une voie plus radicale, plus violente peut-être, mais qui trouvait un écho profond dans un monde las de la guerre et désireux d'un changement fondamental. Face à la tempête bolchevique, Wilson offrait une vision alternative pour l'avenir, ses 14 points. Un plan ambitieux, utopique même, pour un monde nouveau, débarrassé des pièges du passé, un monde régi par le droit international, l'autodétermination et surtout la paix. Imaginez un monde sans empire, sans conquête territoriale, sans accords secrets conclus dans les couloirs sombres du pouvoir. Un monde où chaque nation, grande ou petite, serait libre de déterminer son propre destin. Le temps des conquêtes et de l'agrandissement est révolu, déclarait Wilson avec ferveur. Il en va de même pour les accords secrets. Des mots nobles, sans aucun doute. Des mots qui ont résonné avec des millions de personnes désillusionnées par la guerre. Mais la réalité de la paix d'après-guerre s'est avérée très différente. Le traité de Versailles, loin d'être le triomphe de l'idéalisme de Wilson, en a démenti les principes fondamentaux, ouvrant la voie à de nouveaux conflits et ressentiments. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Au lieu d'une paix négociée basée sur la justice et la réconciliation, le traité a imposé des réparations exorbitantes à l'Allemagne, l'humiliant et la laissant économiquement exsangue. Des territoires ont été arrachés à l'Allemagne, des restrictions militaires draconiennes mises en place, le tout au nom de la sécurité des vainqueurs. Et qu'en est-il de l'autodétermination, ce principe sacré que Wilson avait défendu avec tant d'ardeur? Il a été appliqué de manière sélective, favorisant les puissances alliées, tout en ignorant les aspirations de nombreux peuples colonisés. Pire encore, Wilson lui-même a fait des compromis, acceptant un mandat américain sur l'Arménie, une décision qui allait se solder par une tragédie pour le peuple arménien. Comment expliquer ce décalage entre les nobles idéaux de Wilson et la réalité brutale du traité de Versailles? La réponse, mes amis, se trouve dans les compromissions et les machinations de la politique de puissance. Wilson, confronté à l'opposition des puissances alliées, a cédé, sacrifiant ses principes sur l'autel de l'opportunisme politique. La tragédie de Wilson, c'est qu'en essayant de plaire à tout le monde, il a fini par ne satisfaire personne. Ces 14 points, loin de jeter les bases d'une paix durable, ont jeté les germes de nouveaux conflits, alimentant le ressentiment et le nationalisme qui allaient embraser le monde quelques années plus tard. Le traité de Versailles, censé être le traité pour mettre fin à tous les traités, a échoué dans sa mission fondamentale. Loin d'inaugurer une ère de paix durable, il a semé les graines de nouveaux conflits, créant un terrain fertile pour le ressentiment, le nationalisme et finalement la guerre. L'Allemagne, meurtrie et humiliée, est devenue un terreau fertile pour l'extrémisme. Le mythe de la dague dans le dos, l'idée que l'Allemagne avait été trahie par ses propres dirigeants et poignardée dans le dos par les puissances victorieuses, a pris racine dans l'imaginaire populaire. Un terreau fertile pour des mouvements revanchards, pour des hommes comme Adolf Hitler qui promettaient de restaurer la grandeur perdue de l'Allemagne, quel qu'en soit le prix.
Mais l'héritage de Versailles ne se limite pas à l'Allemagne. Le traité a redessiné la carte de l'Europe, créant de nouveaux États, déplaçant des populations et attisant les tensions ethniques. Des empires se sont effondrés, laissant derrière eux un vide de pouvoir qui a rapidement été comblé par de nouvelles rivalités et de nouvelles alliances. Aux États-Unis, le débat sur l'entrée en guerre et le traité de Versailles a fait rage. Certains ont salué Wilson comme un héros, un visionnaire qui avait tenté de créer un monde meilleur. D'autres l'ont accusé d'être naïf, d'avoir trahi les intérêts américains en s'immisquant dans les affaires européennes. Et c'est dans ce contexte de désillusion et de désillusionnement qu'un événement extraordinaire s'est produit, le comité Nye. En 1934, un sénateur du Dakota du Nord, Gerald Nye, a lancé une enquête sur l'implication des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Les conclusions du comité ont été explosives. L'histoire a été réécrite au cours des dernières 48 heures, a déclaré un membre du comité lors d'une audition publique. Il est important que l'histoire soit révélée dans toute sa nudité, peu importe ce qu'elle montre. Le comité Nye a révélé que l'entrée en guerre des États-Unis n'avait pas été motivée uniquement par des idéaux nobles, mais aussi par des intérêts économiques et financiers. Les fabricants d'armes, les banques, les entreprises américaines avaient tous tiré profit de la guerre et le comité a laissé entendre que ces intérêts avaient pesé lourd dans la décision de Wilson d'engager le pays dans le conflit. L'enquête du comité Nye a déclenché une tempête de controverses. Certains ont salué son courage pour avoir osé remettre en question le récit officiel de la guerre. D'autres l'ont accusé de saper le patriotisme américain et de ternir la mémoire de ceux qui avaient combattu et étaient morts en Europe. Quoi qu'il en soit, le comité Nye a réussi à inscrire une idée puissante dans l'esprit du public américain. L'idée que les guerres, même les guerres menées au nom de la démocratie et de la liberté, sont souvent le fruit de forces obscures, de calculs cyniques et d'intérêts cachés. Une leçon importante, une leçon que nous ne devons jamais oublier. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.